Les notes de l'histoire, un podcast Musique 3 et La Première, Jean-Louis Lahaye. Tonnerre d'applaudissements pour ce virtuose. Ce sont des noms inscrits à jamais dans l'histoire musicale. L'histoire donne souvent raison aux audacieux. Une salle baignée d'une torpeur indicible et inquiétante. À Vienne et sur le vieux continent, le Burgtheater est une institution incomparable. Tirés à 4 épingles, comme à la parade, ils sont des centaines plongés dans l'ombre, à écouter religieusement une star. On donne un oratorio d'Antonio Casimir Cartellieri, un Allemand à moitié italien qui, dans de grands gestes, subjugue son assistance. Dans un coin, sous les galeries et face au paradis, un jeune homme attend son heure. Dans les rues autrichiennes, on murmure que c'est un génie. Un virtuose aussi brun que la voie lactée un soir de tempête. Son regard est le tonnerre, son esprit, l'orage. Ce soir, elle est accompagnée d'un dénommé Franz Gerhard Wegler, un de ses amis les plus proches. Étudiant en médecine, Franz aime à se glisser dans les pas du fantasque musicien. Aux premières loges, il s'apprête à vivre l'un des moments les plus importants de sa jeune vie. Lui aussi est originaire de Bonn. Lui aussi a fait le grand saut vers Vienne. Les jeunes gens sont tout en contradiction, tant au niveau physique qu'intellectuel. C'est cela peut-être qui a fait naître entre eux une amitié à nul autre pareille. Il s'appelle Ludwig van Beethoven, et il ne pense qu'à une chose, la révolution. Ici, nous entrons par une porte dérobée, celle des loges, des salles de répétition, là où résonne encore le dernier accord d'un concerto ou d'un opéra. Le but de notre voyage, prendre la musique comme point de départ et laisser les notes nous conduire là où l'histoire, la grande, bascule. 29 mars 1795. Aujourd'hui, dans les notes de l'histoire, histoire et musique entrent en résonance. La soirée est on ne peut plus importante. Ludwig van Beethoven, élégant et droit, s'apprête à entrer sur scène, à donner son tout premier concert dans cette salle mythique. Ses rêves de liberté, de révolte s'incarnent dans des compositions qui sortent des sentiers battus. Les ultimes mesures de la première partie du concert se font entendre. Elle tire le jeune homme de sa rêverie. Déjà dans son esprit se meuvent les notes de son concerto pour piano numéro 2 qu'il s'apprête à jouer ce soir. Sa mission ? Garder l'assistance en état d'alerte durant l'entracte. Voilà qui est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Wegler pourrait presque lire, anticiper les inquiétudes et les nombreuses pensées qui se succèdent dans l'esprit du musicien. Ce concerto, ils en ont beaucoup parlé. Les premières notes ont été tracées à Bonn, avant même que Beethoven ne connaisse un début de célébrité. Tout s'est pourtant conclu au dernier moment. Le rondo, il l'a écrit il y a 48 heures, alors que des maux de ventre terribles l'ont contraint de rester alité. 4 copistes, l'un après l'autre, se sont relayés pour achever le travail. Une folie. Quelques heures avant une première représentation qui va compter. Alors que Cartellieri quitte la scène, les méandres du Burgtheater se mettent en mouvement. L'éclairage faiblard de la salle doit être renouvelé. Les chandelles de suif, à la fumée pesante et âcre, vivent leur agonie. Les valets de coulisses se mettent en route dans un ballet silencieux et parfaitement rodé. Descendre les lustres, remplacer les lumignons, et ça, sans qu'aucune personne de l'assistance ne vienne à être dérangée. Le talent des valets y fait pour beaucoup, certes, mais la magie ne peut opérer qu'avec une fabuleuse représentation. En Angleterre, Murdoch vient seulement d'expérimenter la technique des lampes à gaz. Il faut meubler donc et supporter le suif qui s'impose dans l'air comme un tyran en un rien de temps. L'opéra technique se met en œuvre et la scène reste bien vide, figée au milieu des jeux de lumière. Beethoven n'est toujours pas là. Tout sautement et murmure commence à se propager dans la salle. S'est-il dégonflé ? Même Wegler commence à s'inquiéter. Autour de lui, les supputations les plus extrêmes en cours. Voilà qu'il ne voit plus son ami. Le jeune compositeur s'est-il fait la malle ? Il faut bien le dire, la pression est à son comble pour le jeune musicien. Jamais il n'a encore eu l'opportunité de se produire dans un lieu aussi emblématique. L'ancien élève de Haydn, un peu revêche et fantaisiste, a voulu tracer sa voie seul.
Malgré un respect mutuel bien ancré, son illustre professeur a souvent eu du mal à faire avancer cette tête de mule. Beethoven refuse de fléchir ses positions et ses envies, même face aux grands de son milieu. Et puis le jeune loup en est certain. Haydn est jaloux de ses talents. Il a cherché à le freiner. Beethoven n'a pas quitté Bonn, sa ville natale, pour qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire, penser, composer. Ce qui l'anime, c'est l'audace, la flamboyance. Le médecin qu'il a rencontré dans sa prime jeunesse a tout de suite compris qu'il avait affaire à un esprit comme il en existe peu. Au fond de son âme, il a une conviction. Cette soif de liberté va certainement poser des problèmes à son ami. Mais qu'importe. L'histoire donne souvent raison aux audacieux quand ils résistent à la pression. Dans la salle, quelques rires gras, moqueurs garnissent les travées. Un lâche, le virtuose de 25 ans. Ouais, c'est ce qu'on dit de lui dans les couloirs des palais viennois, et c'est totalement faux. Que les aigris se rassurent. Voilà que le jeune homme se tire de l'ombre et s'impose à la vue de tous. Wegler respire. Le voilà soulagé. En un instant, la prestance de Beethoven capte l'attention de l'assistance. La pression, il n'en a cure. Il est confiant. Ce concerto, ce n'est même pas le premier qu'il a composé. Sa première réalisation de ce type, il l'a couché sur du papier à musique alors qu'il n'avait pas encore 14 ans. Il a beau avoir achevé son œuvre il y a quelques heures, tout est prêt, frais dans sa tête. En un geste, voilà que le compositeur s'adresse à ses musiciens. Première mesure, en un instant, voilà Vienne plongée dans un nouveau monde. Depuis 1789, Vienne et l'Empire romain germanique vivent au rythme de la flambée révolutionnaire française. Le régime, vieux de plusieurs centaines d'années, est à bout de souffle. La vie mondaine viennoise, déjà, n'est plus qu'un vernis qui s'écaille sous le poids d'une agonie institutionnelle sur le point de tout emporter. La bourgeoisie et la noblesse de l'Empire profitent de l'élection au rang d'empereur de François II pour tenter de tirer les marrons du feu. Privilèges, contrats, mécénat d'artistes. L'État obèse continue de dilapider ses deniers sans mesure et sans que personne ne voie la catastrophe poindre. Pourtant, le pays a dû se remettre de vifs traumatismes. Engagé dans les guerres de la première coalition contre la France révolutionnaire en 1792, le Saint-Empire s'est pris les pieds dans le tapis. D'ailleurs, alors que Beethoven s'évertue à émerveiller la bonne société autrichienne, un traité de paix est en tractation. La Prusse et la France se retirent de l'alliance. L'Empire se retrouve seul face aux républicains français, alors même que ses généraux ont remporté bien des batailles. L'armée, emmenée par les plus notables archiducs de la cour, a pris des déculottés. Valmy, Fleurus résonnent comme des humiliations dans tous les esprits. Signer une paix avec la France ? Hors de question. Alors que Marie-Antoinette, l'une des filles de la célébrissime Marie-Thérèse, s'est fait décapiter à Paris en 1793. La situation est pour le moins critique, malgré la volonté de vengeance contre ceux qui ont osé renverser la monarchie absolue théorisée par le roi Soleil. C'est d'autant plus le cas que chez les jeunes de l'Empire, les idées révolutionnaires de liberté, d'égalité, attisent la curiosité et des élans politiques nouveaux. Beethoven n'est pas en reste. Il était éperdument tombé sous le charme de cette nouvelle manière de voir le monde. Tout le contraire de Wegler, dont les allers-retours entre Bonn et Vienne sont toujours teintés de l'inquiétude de voir débarquer les soldats français. Ils sont dans bien des esprits la source des plus grands cauchemars. Mais qu'importe, la guerre attendra demain. Ce soir ne compte que la musique, que cet entracte qui, en moins d'une demi-heure, emporte la bonne société viennoise dans un univers aussi génial qu'original. Les valets ont changé depuis longtemps les chandeliers de suif. La salle brille à nouveau. Le compositeur n'est pas étranger à cette lueur, presque divine, qui réchauffe les visages. Estomaqué, l'assistance ne rit plus. La moquerie est devenue désuète, alors que le concerto du jeune homme ferait pâlir les plus grands génies de la musique. Son ami en a la chair de poule. En entendant les dernières notes du compositeur, tout le monde pense à l'étoile filante qui s'est trop vite éteinte à Vienne, un certain Mozart.
Beethoven est étranger à l'effervescence. Il est seul dans son monde. Une conviction s'empare de lui. Sa manière de faire de la musique est la seule qui vaille. Mais c'est pas tout. Voilà une certitude qui jaillit de cette représentation. L'originalité est le chemin parfois vers la liberté. Celle incarnée par la France lui semble la voie à suivre, dans une société encore placée sous l'égide d'un empereur et de nobles privilégiés qui se comptent par dizaines. Fin de l'entracte. Les dernières notes résonnent dans toute la salle. Tonnerre d'applaudissements pour le jeune homme. En se levant, Wegler doit essuyer ses larmes. Son ami vient de réussir son coup. Ludwig van Beethoven, lui, regagne l'ombre aussi vite qu'il en est sorti. Pour un temps. En parallèle de cette soirée, à des centaines de kilomètres dans la nuit du pays des Lumières, va naître une destinée qui inspirera le musicien pour le reste de sa vie. D'abord avec admiration, puis avec fureur. Un certain Napoléon Bonaparte est en pleine ascension vers la gloire. Il va croiser sur son chemin le grand Ludwig van Beethoven. Sans jamais qu'ils ne se croisent, leur relation va marquer une époque faite de poudre et de sang. Autour d'eux, le monde est sur le point de s'embraser. 1802, cathédrale Saint-Martin de Bonn. Dans l'un des plus vieux édifices religieux de Westphalie, l'effervescence gagne les cœurs et les esprits. Aujourd'hui, Franz Wegler se marie. À Bonn, la quiétude a retrouvé toute sa place. Et pour cause. Depuis 1794, la cité est sous domination française. Terminez la guerre. Terminer les craintes et les incertitudes. Les troupes révolutionnaires se sont emparées de la ville, mettant fin de facto à ce qu'on a appelé pendant des siècles l'électorat de Cologne. Le régime politique de la Révolution à Paris n'a eu de cesse de connaître des renversements pour le moins extraordinaires. Cela a provoqué de nombreuses désolations. Qu'on se le dise, Bonn n'a rien de française. Et pourtant, au fil des conquêtes, la voilà devenue une ville d'importance dans le tout nouveau et fringant département de Rhin et Moselle. Wegler, qui a quitté en 1796 Vienne et son ami Beethoven pour suivre sa propre destinée, est devenu un sujet de Bonaparte. Une confortable place de médecin généraliste et d'instructeur a eu raison de sa peur des troupes de la Révolution, qu'on présentait partout comme des bêtes féroces, assoiffées de sang. Malgré un rire plus gras et des manières moins pompeuses, elles ne sont pas moins humaines que les soldats du Saint-Empire. Les uniformes sont d'une couleur différente, mais pour le reste, pas d'ogre ou de croque-mitaine à l'horizon. Dans un costume impeccable, qui témoigne à lui seul de sa bonne place acquise parmi la bonne société de Bonn, Wegler s'avance vers l'hôtel. Les allées sont pleines à craquer. Toute la bourgeoisie locale et régionale s'est réunie sous les voûtes et les vitraux de la cathédrale Saint-Martin. Dans les premières travées, il reconnaît le préfet Philippe-Joseph Bouquéot de Villeray, un Belge au service de Bonaparte. Depuis 1801, il gère les affaires départementales. Bonn est une de ses sous-préfectures et, de fait, Bouquéot de Villeray, pompeux comme un coq dans une tenue trop étriquée, fait souvent le voyage depuis Coblence. D'un signe de tête, il se salue. Il faut dire que Wegler, bien plus qu'un petit médecin sans envergure, a su se faire sa place parmi les grands de la région. Après tout, il est un enfant de Bonn, un vrai. Son rêve, en devenir le représentant le plus célèbre, le plus reconnu de son époque. Pas une mince affaire, lorsqu'on vit au temps d'un certain Ludwig van Beethoven. D'ailleurs, le compositeur doit être là, dans les travées. Le futur marié ne l'a pas vu. Lui aurait-il fait l'affront de ne pas se déplacer, trop pris par la composition de son prochain chef-d'œuvre ? Se dressant sur la pointe des pieds, l'homme cherche son grand ami du regard, du haut de l'autel. Il doit être là. Aujourd'hui, c'est sa journée. Wegler ne veut qu'une chose, l'impressionner. Tirer enfin la couverture vers lui. Leurs rapports sont devenus pour le moins ambivalents. Le musicien s'est effacé progressivement et le médecin, là de lui laisser le privilège de la gloire et de la lumière, en a profité pour s'affirmer. En réalité, il jalouse la carrière de cet homme qu'il a longtemps admiré. Le toubib s'est battu de toutes ses forces pour gagner là où Beethoven lui a laissé le champ libre, le terrain de la vie personnelle. La jeune femme qu'il va épouser aujourd'hui s'appelle Éléonore von Breuning.
Voilà qu'elle s'avance vers l'autel, sa robe baignée d'une lumière divine et chaude. Beethoven la connaît bien, c'est son premier amour. Les von Breuning, magnats parmi les magnats, ont été ses premiers précepteurs, ceux qui ont permis au musicien de devenir en quelque sorte qui il est aujourd'hui. Dès lors, cette union a des allures de triomphe pour Wegler. Seulement si Beethoven est là pour la contempler. Dans le cas contraire, le plan du marié tombe à l'eau. Mais qu'il se rassure. Le compositeur est bien présent. Dans l'ombre, profitant du refuge offert par les chapelles latérales à la nef, le musicien se dissimule, fidèle à la posture de retrait qu'il adopte depuis quelque temps déjà. Dans les palais viennois, on le qualifie de misanthrope. On dit que Beethoven n'aime pas les gens, que c'est un solitaire, un taiseux. Mais il n'en est rien. En réalité, l'homme cache un terrible secret, qui ne va pas tarder à emporter une partie de ses rêves et de ses espoirs. Ludwig van Beethoven se fiche pas mal de l'union entre son ami Wegler et son amour perdu. Depuis plusieurs mois, toute son attention est tournée vers un projet invraisemblable, alors même que sa deuxième symphonie, inachevée, traîne sur un coin de son bureau. Cette nouvelle idée dévorante s'empare de son imagination sans lui laisser de répit. Le compositeur veut rendre hommage à un homme qui ne ressemble à aucun autre. Ce personnage haut en couleur, c'est le garant, le sauveur de la Révolution. Pour le musicien, il est le protecteur des acquis de liberté et d'égalité, et un espoir pour tout le continent. Cet homme, bien entendu, vous l'avez deviné, c'est Bonaparte. Le même qui, à quelques centaines de kilomètres de Bonn, s'apprête à changer le monde. Beethoven laisse mûrir en lui un projet fou, dédié à l'aigle, une symphonie. Paris, le même jour. Alors qu'en Allemagne, une union attire toute l'attention, le palais des Tuileries, cœur du nouveau pouvoir politique en France, est en pleine effervescence. Dans un habit à la française, de velours rouge brodé d'or et de soie, le nouveau maître du pays s'avance d'un pas décidé. Le général Bonaparte est une véritable étoile filante. Il a franchi une à une les étapes le menant vers le succès et les arcanes de la gloire. Des fortifications de Toulon au pont d'Arcole, en passant par la plaine de Castiglione. Le chef de guerre s'est distingué comme un général invincible, capable de dérouter les plus puissantes armées, avec des moyens limités. L'Autriche, terre d'adoption de Beethoven, l'a déjà appris plusieurs fois à ses dépens en Italie. Très vite, l'ascension sociale et politique du jeune homme est devenue irrésistible. De ses premiers galons de général obtenus en 1793, il a convaincu le Directoire, régime politique ayant succédé à la terreur de Robespierre et au comité de salut public, de l'envoyer en Égypte. Champollion, la pierre de Rosette, le Sphinx et la bataille des pyramides. Bonaparte a tissé de l'autre côté de la Méditerranée les premiers filaments de sa légende. Le militaire a compris une chose essentielle. La bataille de l'image est aussi indispensable que les victoires militaires. Alors, il a passé sous silence bien des vérités. La défaite navale française d'Aboukir, son départ précipité d'Égypte après avoir abandonné son armée, ses erreurs à Marengo, tout cela est tombé au fond des oubliettes. La communication officielle ne parle que d'une chose, ses succès. Déjà, Bonaparte s'érige en symbole. Après la parenthèse égyptienne, son retour précipité au bercail lui a permis de devenir l'acteur d'un coup d'État. En novembre 1799, il a pris le pouvoir par la force, avant de mettre en place le consulat. Dans un triumvirat, où la tête du premier consul qu'il est surplombe les deux autres, il s'est affirmé comme un leader des plus efficaces. Il prépare d'ailleurs une réforme qui vise à renforcer son pouvoir. Dans quelques jours, il va devenir consul à vie. Démocratie et acquis de la Révolution vont-ils mourir sous son joug ? Officiellement, il n'en est rien. Partout. Dans Paris et en Europe, ses représentants martèlent le même message. Si Bonaparte concentre le pouvoir dans ses mains, c'est uniquement
pour protéger et garantir ce que les révolutionnaires ont pu gagner depuis 1789. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Abolition des privilèges. Mais derrière la posture officielle, une drôle de vérité s'impose. Le consul siège au palais des Tuileries, dans un habit de velours rouge brodé d'or. Certains déjà s'inquiètent de ce qui paraît être une dérive autoritaire. Dans l'extrême majorité des cas, l'illusion reste parfaite. Et la popularité du premier consul est à son zénith. Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir, il y a un peu plus de 2 ans, il a su se montrer rassurant et efficace. Malgré ses errances à Marengo, sa 2e campagne d'Italie a assis son succès militaire sur l'Autriche. Mieux, le 25 mars de cette année, le traité d'Amiens a permis de stopper une guerre devenue interminable. Ce qui paraissait impensable a été obtenu par le vainqueur de Toulon. La France et l'Angleterre ont fait la paix. Le traité est-il trop favorable aux Anglais ? Non, peu importe. Bonaparte a réussi à hisser la nation née de la prise de la Bastille au plus haut rang diplomatique européen. Ce tour de force lui permet d'imposer sa vision des choses, sans contestation aucune. S'il marche d'un pas si décidé ce matin, faisant craquer les parquets du palais des Tuileries dans un concerto des plus particuliers, c'est que certains de ses plus importants projets administratifs sont en cours de rédaction. L'un d'entre eux vient d'être promulgué et s'apprête à provoquer bien des heurts. Le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. La Révolution avait pourtant mis un point d'honneur à l'abolir, mais business is business. Et sur la valeur des vies humaines, l'homme aux bicornes a une opinion bien arrêtée. Lebrun et Cambacérès, les 2 autres consuls du régime, l'attendent. La préparation de sa nomination en tant que consul à vie nécessite des adaptations législatives. Et puis, il faut parler du Concordat, cet accord entre la France et le pape, ratifié en 1801, mais qui n'est entré en vigueur qu'au début de l'année. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, et plus encore depuis la signature de la paix d'Amiens, le quotidien politique français n'a de cesse d'évoluer, de s'adapter, le tout dans une effervescence absolument unique dans l'histoire de France. Il n'empêche, déjà les certitudes les plus établies sur les ambitions réelles et bien personnelles de Bonaparte s'effritent et s'érodent. Bientôt, la propagande et la communication officielle du régime ne suffiront plus à masquer ce qui saute aux yeux. Le consul prépare le retour d'un régime bien autocratique, ce qui risque de faire de nombreux déçus, c'est le moins que l'on puisse dire. Nombreux sont ceux qui sont persuadés d'avoir trouvé le chef de file du progressisme et de la paix. Le premier d'entre eux, un certain Ludwig van Beethoven, qui a toujours l'esprit tourné pleinement dans la composition de sa 3e symphonie, la Sinfonia Grande Intitolata Bonaparte, une œuvre à la gloire d'un homme qui cherche aussi à mettre en avant les grands idéaux de liberté et la fin d'un autoritarisme sacralisé. Tout cela, subitement, va pourtant se fracasser contre une destinée personnelle unique et impitoyable. Aujourd'hui, dans les notes de l'histoire, une symphonie s'érige contre un empire. Ludwig van Beethoven, comme une bonne partie de l'Europe, tombe sous le charme du jeune Bonaparte, un général qui prend le pouvoir avec la volonté affichée de protéger les acquis de la Révolution. Le musicien est si conquis qu'il se décide à lui dédier une symphonie. Ce projet titanesque va lui prendre plusieurs années et lui demander une incroyable débauche d'énergie. Mais l'histoire avance à son propre rythme. Dans le cas présent, elle galope. Au point, si vous me le permettez, d'aller plus vite que la musique. Mai 1804, Vienne. Ballotté dans une calèche dont l'essieu manque de rompre, Franz Wegeler est affolé. Le médecin arrive de Bonn, intrigué par une lettre de son ami, ou rival, c'est selon, Beethoven. L'époux du premier amour du compositeur, tout juste père, a profité de cette alerte pour prendre la poudre d'escampette. Le climat si doux à Bonn depuis son mariage est en train de changer. Le bruit des bottes, déjà, couvre celui du vent.
quelque chose se prépare, et les dernières annonces venues de Paris ne lui disent rien qui vaille. Le courrier de Ludwig est donc tombé à point nommé, si l'on peut dire. Le musicien y semble excédé, victime d'une colère aussi explosive qu'impressionnante. Le cocher, qui donne du haut de son promontoire autant de coups de badine à ses chevaux qu'aux passants imprudents, tente de se frayer un chemin dans les rues étroites de la belle viennoise. Ici, rien n'a changé. Wegler retrouve la même énergie, la même ambiance et le même tourment. Celui porté par Beethoven, qui, comme une chape de plomb, semble tomber sur la cité tout entière. Lorsqu'il parvient enfin au point de rendez-vous, le médecin a l'impression d'entrer dans l'antre d'un dragon, alors que dehors, le soleil est radieux. Ici, les rideaux sont tirés et les pièces ne sont éclairées que par de faiblards lustres aux bougies usées jusqu'à la corde. On ne voit rien. Il n'y a qu'une ombre qui, derrière un piano, l'accueille. « Bonjour, Franz. » La voix est caverneuse, terrifiante. Ce rendez-vous a tout du traquenard. Beethoven cherche-t-il à se venger de l'affaire de cœur qui les oppose ? Wegler se fait des films. Il n'en est rien. Si le compositeur est abattu, c'est parce qu'il se sent trahi. Il a l'impression d'avoir jeté des années de travail à la poubelle. Et cela, sans parler de ce secret qui le hante et qui le plombe. Je te préviens, tu vas devoir parler fort. Depuis 1796, le musicien souffre d'acouphènes, comble de l'horreur pour la pratique de son art. Léger au départ, ils prennent dorénavant une place considérable dans sa vie. Tant et si bien que Beethoven a dû se rendre à l'évidence. Bientôt, il sera totalement sourd. Raison de plus pour travailler comme un acharné et éviter les bruissements du monde, les fêtes et les rassemblements publics. À Vienne, tout le monde dit qu'il est un ours dans sa caverne. Mais la réalité est tout autre. Il souffre, rongé par ce mal qui dévore tout. Autant dire qu'il ne faut pas grand-chose pour tout faire exploser. Les lettres récentes venues de Paris ont été les gouttes d'eau faisant déborder le vase d'une patience mise constamment à rude épreuve. 2 ans que je travaille sur ma symphonie. 2 ans. Je viens de la terminer. Et tout ça pourquoi, Franz ? Pour qu'on m'écrive que Bonaparte vient de se faire proclamer empereur des Français. D'un geste de colère, Beethoven se saisit d'une missive qu'il chiffonne et balance à l'autre bout de la pièce. Wegler ne comprend pas bien la scène à laquelle il assiste. La rage qui habite son ami semble incontrôlable. Elle va s'exprimer encore davantage. Vociférant, voilà que le musicien se met à jouer. Regarde, tout mon premier mouvement est pensé à sa gloire. La pratique de son œuvre ne calme pas les ardeurs du génie, bien au contraire. Se saisissant de sa partition, levant dans l'air sa plume comme un couteau prêt à transpercer sa victime, voilà qu'il raye avec vigueur le titre de la symphonie. En insistant bien sur le nom de Bonaparte. Le papier en saigne presque, il est troué. Il n'est rien d'autre qu'un homme normal. Terrorisé par cette vision théâtrale d'une colère aussi irrésistible que spontanée, Wegler ne demande pas son reste. Il part de peur d'être la prochaine cible des sentiments aigus du compositeur. Quant à la 3e symphonie, œuvre centrale du musicien, elle prend des allures de symbole. Elle incarne la fin de tous ses espoirs au sujet du prétendu garant de la Révolution en France. Autour des 2 hommes, l'atmosphère est en train de changer. L'Autriche s'apprête à vivre de nouveaux jours sombres. Paris, au même moment. Dans son célèbre habit vert des chasseurs à cheval de la garde, Napoléon Bonaparte s'apprête à passer ses troupes en revue sur le champ de Mars. D'ici peu, la grande armée va faire frémir toutes les dynasties du vieux continent. Le premier consul à vie, lui, prend son envol. Des bottes à l'écuyère, une redingote grise et un bicorne en feutre simple, porté en bataille pour se différencier symboliquement de ses subordonnés. Son image légendaire est déjà fixée. Elle est prête à être employée. La paix ne pouvait plus durer.
Depuis le 18 mai 1803, les hostilités ont repris et le changement de statut de l'Aigle, tout juste proclamé empereur des Français, est au cœur de toutes les tensions. Présente en Hollande et en Suisse, l'armée française est considérée comme une menace par la Russie et le Royaume-Uni. Napoléon n'en a cure. Il n'a qu'un objectif, envahir l'Angleterre. Le camp de Boulogne, qui va bientôt sortir de terre, doit devenir le point de départ d'une invasion comme l'histoire n'a encore jamais vu. Il lui suffit de maîtriser la Manche pour devenir le plus grand conquérant de tous les temps. Oui, mais voilà. L'homme qui grimpe sur son cheval le plus emblématique, le vizir, sait de source sûre que quelque chose se prépare sur le continent. Ils sont nombreux, ceux qui veulent réduire à néant l'influence de son empire tout juste né. Des traités d'alliance entre ses rivaux vont bientôt être signés. En première ligne, la terre refuge de Beethoven, l'Autriche. Son souverain louche sur la Bavière, zone occupée par les Français. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle se lance elle aussi dans une implacable marche vers la guerre. Pourtant, sur le champ de Mars, Napoléon semble plus détendu que jamais. Son air martial rassure ses subordonnés, autant qu'il interroge les espions des nations européennes qui l'observent. Derrière lui, en colonne, une cohorte d'officiers supérieurs qui seront bientôt ses maréchaux. Berthier, Ney, Murat, Lannes, Soult, Bernadotte. Autant de noms qui s'apprêtent à marquer l'histoire et à fondre à la manière d'un aigle sur ses proies. Ils seront les généraux des soldats les plus implacables du monde, ceux de la Grande Armée, les ennemis mortels de l'Autriche et de Beethoven. Aujourd'hui, dans les notes de l'histoire, la 3e symphonie de Beethoven, composée à la gloire de Napoléon Bonaparte, est finalement totalement remaniée par le compositeur. En cause, la proclamation de l'Empire français en mai 1804. Après près de 2 ans de travail, les modifications profondes de l'œuvre sont les témoins de la rupture consommée entre le musicien et l'évolution politique de Napoléon. Mais leurs destinées croisées, malgré les apparences, sont encore loin de se séparer. Les avancées militaires napoléoniennes ne vont pas tarder à conduire l'Aigle aux portes de Vienne, le refuge d'un certain Ludwig van Beethoven. Coblence, 1809. La guerre, mal des hommes et souveraine des ambitions, fait rage. Coalition après coalition, le Premier Empire et son cortège de soldats se déversent sur l'Europe pour matraquer les autres puissances du continent. Dans sa propriété familiale, Franz Wegeler est saisi d'une sincère inquiétude. Partout, on raconte que les hommes de Napoléon sont aux portes de Vienne, que les canons tonnent et que les morts se comptent par centaines. Est-ce vrai? Son ami Beethoven est-il en danger? Ses missives, envoyées plusieurs fois par semaine, restent lettres mortes. Il y a de quoi craindre le pire, c'est évident. Mais le médecin, loin d'en vouloir à l'empereur, accable l'Autriche. Jamais le pays n'aurait dû se lancer dans une nouvelle guerre contre la France. C'est à croire que ceux qui veulent le voir chuter n'apprennent pas leur leçon. Ulm, Austerlitz, Léna, Friedland, Wagram, seules les boucheries d'Eylau et Essling viennent ternir un bilan militaire fait de conquêtes et de francs succès. Le régime de Napoléon semble à son apogée et les Viennois peuvent s'en mordre les doigts une nouvelle fois. Wegeler a entendu des rumeurs délirantes au sujet de son ami compositeur. On dit que le bruit des canons affaiblit et torture ses oreilles, mettant à mal le peu d'audition qui lui reste. Plus encore, des notables de la capitale l'auraient vu se cacher dans des caves. Voilà, qui ne risque pas de faire retomber sa colère contre l'Aigle. Bien au contraire même.
De cette période de troubles guerriers, Beethoven gardera de si mauvais souvenirs qu'il tombe dans un mutisme unique dans toute sa carrière. Il est devenu une véritable légende vivante. En 1808, à la surprise générale, l'ours a accepté un poste dans la cour de Jérôme, roi de Westphalie et petit frère de Napoléon. Beethoven n'a été retenu à Vienne que par la promesse d'une pension annuelle de 4000 florins, une somme énorme, versée par 3 de ses mécènes. La grande histoire, elle, poursuit sa route immuable. Vainqueur en 1809, Napoléon connaît son apogée politique et militaire. Il est devenu un véritable autocrate, pratique la censure et cherche à s'allier avec ses anciens ennemis. Il divorce de sa première femme, l'inimitable Joséphine, pour épouser Marie-Louise d'Autriche. Les 2 empereurs se donneront du « mon cousin » et Napoléon s'enfonce petit à petit dans l'exercice personnel de son pouvoir. L'apogée bientôt se transforme en descente aux enfers. D'abord en Espagne et au Portugal, où la grande armée s'enlise. Beethoven retrouve de l'allant, compose des œuvres visant à dénigrer l'empereur des Français. C'est notamment le cas avec la bataille de Vittoria, une pièce à la gloire de l'Angleterre, plus grand ennemi de l'aigle. En 1812, la Russie brise le blocus continental contre la perfide Albion et Napoléon lui déclare la guerre. C'est le début de la fin. Cette immense déroute appellera les échecs des campagnes d'Allemagne et de France. En 1814, tout est terminé et la parenthèse de Waterloo n'y change rien. Napoléon est fini. Conduit à Sainte-Hélène pour y mourir, où il expire en 1821. De son côté, la santé du compositeur ne veut pas aller en s'arrangeant. Avant 1820, il est totalement sourd et la liste de ses maux ne fait que s'allonger. D'ailleurs, il ne survit que quelques années à son impérial ennemi. Il meurt en 1827. Wegler publiera la première biographie du musicien 11 ans après sa mort, en 1838. Et la 3e symphonie dans tout ça ? Modifiée, dédiée à la mémoire d'un grand homme en lieu et place de Bonaparte. Beethoven la joue pour la première fois en 1805. Il décide finalement d'en faire un hommage à son principal mécène. Il s'agit du prince de Lobkowitz. Ouais, drôle de symbole lorsqu'on connaît la première volonté de l'œuvre qui cherchait à dénoncer l'absolutisme et son cortège de princes qui va avec. Mais comme nous l'avons dit, business is business. La légende, elle, s'est emparée de l'histoire autour des destins croisés de Beethoven et Napoléon. Les feuillets portant le nom de Bonaparte, transpercés du courroux de Beethoven, nous sont parvenus. Naturellement, des historiens se sont lancés dans des études approfondies à leur sujet, pour tenter de percer le mystère les entourant. Le résultat risque fort de vous décevoir. Relaté depuis des siècles, ce moment d'anthologie n'a en réalité jamais existé. Les trous dans le papier sont postérieurs à la vie de Beethoven. Ils ont été faits par un imposteur. Mais c'est aussi cela, la marque des plus grands. Il est difficile de démêler la réalité de la légende. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. Les notes de l'histoire, un podcast Musique 3 et La Première, Jean-Louis Lahaye.